Donc littéralement, au moment où je m'apprêtais à poster cette vidéo, il y a eu un énorme rebondissement dans l'affaire donc du meurtre de Thomas à Crépol, ce qui est le sujet de la vidéo, puisque à l'instant où je vous parle, il y a des émeutes qui se sont déclenchées au niveau de Romans-sur-Isère. Donc c'est la ville, et plus spécifiquement au niveau de la cité de la Monnaie, donc c'est l'une des cités HLM qui se trouve donc à Romans-sur-Isère, et c'est le quartier d'origine justement de la bande de racailles qui ont agressé, qui ont attaqué la fête de Crépol et qui ont assassiné Thomas, puisque voilà, ce soir même, vous avez des nationalistes, des jeunes nationalistes qui sont montés sur Romans-sur-Isère, qui ont marché sur la cité. Je pense que ces nationaux, à mon avis, doivent venir de Lyon ou peut-être d'Aix. En tout cas, voilà, dans ce coin-là de la France, on sait que les nationaux sont en nombre et ils sont bien organisés. Et donc voilà, les nationaux sont allés attaquer cette cité. Et apparemment, à l'heure où je vous parle, on entend parler donc il y a eu des heurts, il y a eu un début d'émeute, des affrontements apparemment. La police est intervenue pour évidemment protéger finalement les racailles, ou en tout cas empêcher les nationaux d'aller jusqu'au bout de leur opération. Et plus grave encore, il y a eu apparemment un jeune national qui s'est fait attraper par des racailles, justement lorsque les policiers apparemment sont intervenus. Il y a en tout cas un ou plusieurs nationaux qui ont été attrapés par les racailles, il a quelque part été pris en otage et il a été passé à tabac apparemment assez sévèrement, puisqu'il y a des vidéos qui tournent où on le voit quasiment nu, en sang, et donc maintenu, ou en tout cas effectivement retenu par les racailles de la cité. Donc c'est assez dingue ce qui se passe, puisque j'ai jamais... Enfin, moi c'est la première fois que je vois effectivement une opération de ce type-là, donc réalisée par des nationaux qui vont effectivement directement attaquer des racailles. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez frappant, et donc là on passe dans une autre dimension. Assez frappant parce que c'est effectivement ce dont je parle dans cette vidéo. Je vais vous parler effectivement du fait qu'il y a très clairement, il y a dans cette affaire quelque chose, un élément déclencheur, qui, voilà, c'était peut-être l'affaire de trop finalement. Il y a une prise de conscience assez importante effectivement au niveau de la population par rapport à tous ces problèmes causés effectivement par la racaille, l'insécurité et toutes les questions au niveau de l'immigration et l'intégration que ça pose, effectivement. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas finalement c'est un développement auquel on était beaucoup à s'attendre, finalement. C'est au vu de l'orientation effectivement de la société française et de la nature du pouvoir politique, voilà, on commence effectivement à voir peut-être les prémices, non pas d'une guerre civile, mais en tout cas d'une horizontalisation des luttes et surtout d'une racialisation des conflits sociétaux en France. Et là, ça va à mon avis être très dur de revenir à la normale, ou en tout cas de calmer les choses, puisque de toutes les manières, on va le voir dans cette vidéo, tant que ce régime ne sera pas abattu, la situation va continuer de s'aggraver. Et en plus, on voit ce soir, effectivement, on a vu déjà plutôt dans la journée un certain nombre de rassemblements qui ont eu lieu en France, un peu partout, de façon assez spontanée, donc de patriotes, effectivement, qui sont venus, effectivement, non seulement commémorer la mort de Thomas, mais aussi, voilà, exprimer vraiment un ras-le-bol de la population par rapport à tous ces problèmes-là. On a vu dans certains endroits, notamment dans le Haut-Rhin, ici en Alsace, on a vu le préfet qui a carrément interdit l'un de ces rassemblements, pour des motifs assez obscurs. Quand il s'agit effectivement de permettre les manifestations pour le pouvoir sioniste, bon là il n'y a pas de problème, mais pour protester contre la mort d'un Français assassiné par des racailles, apparemment là ça ne passe pas. En plus de ça, alors on voit à la suite de cette émeute, à Romans-sur-Isère, et surtout de la capture de ce jeune national par les racailles, on voit d'ailleurs immédiatement l'extrême gauche, notamment, comment s'appelle-t-il, Raphaël Arnaud, donc le chef des Antifa, qui se réjouit et qui donc effectivement est rejoint dans sa réjouissance par un certain nombre d'éléments diversitaires effectivement qui se réjouissent de la chose, qui se félicitent effectivement de ce jeune homme, de ce jeune nationaliste qu'on voit sur les vidéos. Voilà, apparemment il a été sévèrement battu, il est en sang et on ne sait pas encore effectivement quelle est sa situation. Est-ce qu'il a été exfiltré par la police? Est-ce qu'il est toujours retenu? La situation est extrêmement grave. D'ailleurs, on peut aussi s'étonner de la rapidité avec laquelle la préfecture, ou en tout cas l'État peut-être directement, a finalement diligenté les forces de l'ordre sur place ce soir, quand on compare effectivement la gestion pour le moins laxiste de la sécurité lors des émeutes donc de banlieue de cet été. Là aussi, il y a un deux poids deux mesures assez évident.
C'est pareil d'ailleurs pour ce qui est de l'extrême gauche, puisqu'on voit que la LFI ou les Antifa et les gauchistes en général ont soutenu à fond les émeutes lorsqu'il s'agissait de la mort de Naël. Mais là, pour le coup, ils ne soutiennent pas du tout une émeute. Alors certes, une émeute peut-être maladroite dans certains aspects, mais en tout cas une émeute qui traduit une colère légitime de jeunes Français qui viennent protester effectivement par rapport au meurtre d'un jeune homme, d'un jeune innocent, Thomas, et notamment contre un quartier où il se trouve apparemment un certain nombre de racailles qui ne trouvent rien de problématique dans la mort de Thomas et qui s'en moquent même sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo libre, un propos libre et non préparé concernant la crépolisation de la société française. Donc, je fais référence ici bien sûr à l'affaire de Crépol, donc au cours de laquelle le jeune Thomas, 16 ans, a malheureusement perdu la vie, effectivement, donc assassiné par une bande de racailles multiculturelles venues d'une cité voisine. Et je tiens d'ailleurs à souligner au passage que je l'ai appris par une personne interposée. Saviez-vous effectivement que Thomas apparemment avait été enfant baptisé par un prêtre traditionnaliste non Nunnakum? Quoi qu'il en soit, on ne parle plus aujourd'hui, vous savez, de créolisation. Créolisation, c'était ce terme utilisé et revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. On parle désormais de crépolisation de la société. Et donc, ce serait un terme qui désignerait un nouveau stade de l'ensauvagement où désormais la racaille immigrée vient jusque dans les fêtes de village pour agresser et tuer de jeunes Français. Alors ce processus de crépolisation, il met surtout en exergue l'exacerbation des fractures ethnoculturelles qui éclatent inévitablement, malheureusement, dans l'enfer multiculturel qu'est la société ouverte. D'ailleurs, par une étrange coïncidence, au moment même où Thomas perdait la vie malheureusement à Crépol, par la main de racailles d'ailleurs venues frapper du Gouer, c'est ce qu'elles ont déclaré, selon le témoignage de plusieurs victimes, donc avec une volonté raciste derrière, en même temps, un jardinier nommé Mourad se faisait quant à lui donc traité de sale bougnoule, et il se faisait agresser au cutter par un septuagénaire, alors à Villecrène, je ne sais pas où c'est, mais voilà, dans une autre localité. Tout ça pour dire qu'en fait, nous avons eu 2 agressions racistes médiatisées quasiment le même jour en France, et ce qui est très frappant, en fait, vis-à-vis de ces 2 affaires, c'est que de plus en plus, les gens réagissent et prennent parti en fonction de leurs origines ethniques. D'ailleurs, on l'a vu, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire de Mourad, on a vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux, puisque bien sûr, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais c'est quand même une caisse de résonance de la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de gens, effectivement, qui étaient donc plutôt, on va dire, de type identitaire, qui se moquaient un petit peu des circonstances, justement, de l'agression du jardinier Mourad. Et dans l'autre sens, vous avez eu énormément de gens, manifestement issus de la diversité, ou en tout cas des gens d'extrême gauche, qui, se moquaient de la mort de Thomas. On a vu passer pas mal de choses sur les réseaux sociaux, de gens qui disent alors, soit qui s'en moquent, qui disent qu'ils s'en fichent, d'autres qui disent que finalement c'était bien fait ou que c'était pas très grave, et d'autres qui ont effectivement exhumé le TikTok de Thomas, puisque celui-ci apparemment donc non seulement était catholique, mais en plus de ça était un jeune, vraiment un bon jeune, comme on dit, puisqu'il avait vraiment des idées patriotiques, etc. Donc c'était vraiment un jeune quand même avec une bonne mentalité. Et évidemment ça ne plaît pas à une certaine catégorie de la population, soit des gens issus de la diversité qui ne supportent pas évidemment, ou qui considèrent que tout patriote français est une espèce de raciste, ou évidemment ça ne plaît pas non plus à l'extrême gauche bourgeoise qui effectivement elle a une détestation également de la moindre expression de patriotisme qui dans son esprit est assimilé à du nazisme. Alors on pourrait dire bien sûr, on pourrait tenter d'expliquer que la violence, les rixes, les bagarres qui finissent mal, ça a toujours existé. Y compris d'ailleurs dans des sociétés ethniquement homogènes. On pourrait même faire des longues listes de crimes semblables, en allant consulter les vieux almanachs de faits divers de la France du 19e et du 20e siècle, et on trouverait quand même énormément d'affaires. Mais en réalité, toutes ces données-là, ou toutes ces explications-là, n'ont plus vraiment d'importance dans la situation actuelle. Ce que l'opinion publique perçoit dans l'affaire de Crépol, c'est l'illustration d'un certain type de violence habituelle, commise habituellement par une catégorie bien particulière d'individus qu'on appelle communément la racaille multiculturelle. Donc inévitablement, les caractéristiques de l'affaire de Crépol contribuent à exacerber une inquiétude ancienne et majoritaire au sein de la population vis-à-vis des nombreux problèmes posés par l'immigration massive. Et là encore, les journalistes faussement naïfs
auront beau dire que les agresseurs de Crépol étaient tous de jeunes Français comme vous et moi, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'il s'agissait ici de jeunes racailles, tout issus de l'immigration maghrébine. Et ce n'est pas simplement un problème d'immigration récente ou d'immigration clandestine. Puisqu'en effet, le principal suspect dans l'affaire, selon la presse, un certain Shahid Akabli, eh bien, ce n'est pas un migrant clandestin arrivé fraîchement sur le territoire. D'après, encore une fois, les journalistes, ce Shahid Akabli, c'est quelqu'un qui est issu de la 3e génération d'une famille d'origine immigrée. Ce qui signifie que ses grands-parents se sont probablement installés en France dans les années 70. Donc là, il y a une question qui se pose vis-à-vis justement des politiques d'immigration, mais aussi d'intégration. Puisque, et on le voit, et c'est une chose qui avait été reprochée à Zemmour, et même moi d'ailleurs, je trouvais ça un peu stupide pendant sa campagne, vous savez, vis-à-vis de la question des prénoms, etc. En tout cas, moi, j'observe quand même, et ça c'est quand même assez remarquable, c'est-à-dire que ces gens-là sont donc, comme on dit, des Français issus de la 3e génération de l'immigration maghrébine, mais 3 générations après, on voit que dans leurs attitudes, dans leur mode de vie, dans leur style de vie, etc., ce sont des gens, en fait, et dans leur façon également de porter des prénoms, etc., eh bien, ce sont des gens, finalement, qui ne sont toujours pas intégrés, en réalité, à la France. Donc, tout ceci pousse les Français à remettre en cause, bien sûr, les politiques d'immigration et d'intégration mises en place par nos gouvernements depuis 50 ans. Très clairement, là on le voit, et je pense que c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'on a affaire à une bande de racailles qui, clairement, 50 ou 60 ans après l'arrivée peut-être de leurs grands-parents en France, clairement sont toujours dans une attitude, dans une attitude d'hostilité vis-à-vis de la société française, dans une attitude de non-communion avec la société française et avec même la société normale, j'ai envie de dire, qui pose question. Le problème, comme vous le savez, c'est que en matière d'immigration et d'intégration, le régime français, la Ve République, n'a jamais eu une politique sérieuse et rationnelle en la matière. Et ça s'explique par 2 choses. Premièrement, l'immigration de masse, jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'immigration de masse, à la base, elle a débuté sous la pression du patronat, c'est-à-dire de la droite libérale, ou en tout cas dite libérale. Donc, par des motivations purement économiques et utilitaristes. C'est comme ça que ça a commencé. Deuxièmement, l'immigration de masse, à partir de la fin des années 70, a été promue et justifiée cette fois-ci de façon idéologique par une partie de la classe dirigeante et de l'élite intellectuelle française de gauche, la fameuse gauche plurielle. Et ça, c'est vraiment la dialectique de la société ouverte, c'est-à-dire que vous avez l'aile droite de la démocratie libérale qui affirme que l'immigration est bonne pour l'économie, et donc s'opposer à l'immigration, c'est quelque part, c'est s'opposer à la croissance, c'est s'opposer au progrès, etc. Et puis vous avez l'aile gauche qui affirme de son côté que l'immigration est un droit humain, c'est aussi une richesse pour nos sociétés, et donc s'opposer à l'immigration, c'est s'opposer aux droits de l'homme, et c'est donc vouloir une France rance, vous savez, renfermée sur elle-même, et bien entendu raciste. Donc la droite libérale et la gauche plurielle ou la gauche libertaire ont donc créé cet enfer multiculturel français, les uns au nom de l'ouverture des frontières économiques, les autres au nom de l'extension infinie du culte des droits de l'homme. Et tous l'ont fait en même temps qu'ils s'appliquaient justement à détruire les derniers vestiges de spiritualité et de frontières morales qui existaient encore au sein du peuple français. Ce qui d'ailleurs a rendu ce dernier incapable de produire des réactions anthropologiques et communautaires, nationales, cohérentes. Cependant, clairement, on voit que les choses sont en train de changer, on le voit depuis déjà un certain nombre d'années, et à mon avis, le drame de Crépol contribue de façon tout à fait particulière à poursuivre, à développer cette espèce de lent réveil des consciences qu'on voit effectivement apparaître. La réalité, c'est que l'immigration extra-européenne, qui aurait dû être totalement arrêtée à partir du milieu ou de la fin des années 80 au grand maximum, et qui dans tous les cas n'aurait jamais dû atteindre de telles proportions, eh bien cette immigration n'a jamais été stoppée par les gouvernements français. Mais plus grave encore, le régime n'a jamais été capable de mettre en place un projet d'intégration sérieux, qui soit donc durable, qui soit cohérent justement afin de fondre au moins déjà les populations qui étaient déjà présentes, donc les primo-arrivants, de les fondre au sein du creuset français. Et ça, c'est si vous voulez, ça c'est quand même une continuité par rapport justement aux politiques coloniales, à l'époque de l'Empire, puisque là encore, on avait à la fois cette idéologie laïcarde qui pourrissait un petit peu ce grand projet qui était l'Empire français, et derrière tout le paravent idéologique, en réalité, il n'y avait aucune intégration, ou très peu, ou voilà. Bref, une politique, si vous voulez, qui était intenable et irréaliste et quelque part hypocrite. Finalement, j'ai l'impression que à partir des années 60, à partir de la fin de l'Empire,
eh bien finalement la classe politique française poursuit un petit peu toutes ces erreurs-là, mais elle les poursuit désormais en métropole, ce qui est encore évidemment ce qui est encore pire en fait finalement en termes de conséquences. Et donc la vérité c'est que tout projet d'intégration était en réalité rendu impossible dès le départ. Tout d'abord, il était rendu impossible pour des questions de proportion, puisqu'il est absolument délirant de croire qu'on puisse intégrer des populations qu'on importe en masse, justement parce que leur volumétrie, et aussi le fait qu'il y a des flux continus chaque année de nouveaux arrivants, ce qui empêche bien sûr de fondre les primo-arrivants dans le creuset national, et donc ça crée d'inévitables phénomènes communautaristes. Et ces communautés deviennent des réalités sociales actives qui s'opposent bien souvent et presque inéluctablement à la communauté nationale, et donc le problème devient de plus en plus grave lorsque ces communautés, justement, prennent des proportions massives, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, le général de Gaulle, bien sûr, avait lancé ce célèbre avertissement qui, malheureusement, n'a jamais été suivi par ses successeurs. Le général de Gaulle disait, il ne disait pas que des bêtises, justement, au contraire, je dirais que sur ces questions-là, sur les questions politiques, et j'ai envie de dire presque les questions ethnoculturelles, il était très en avance et il avait une préscience que peu posséder à son époque. Vous connaissez cette phrase célèbre de sa part. Il peut bien sûr y avoir des Français jaunes, noirs ou arabes, mais à condition qu'il reste une toute petite minorité. Et ça, c'était évidemment le bon sens le plus élémentaire, puisqu'il est évidemment suicidaire de téléporter année après année des centaines de milliers d'individus venus d'horizons ethnoculturels quand même très différents de la situation de l'anthropologie française. Voilà, c'est comme ça. Mais on n'a pas du tout suivi cette loi, on n'a pas du tout suivi cette voie. Et donc malheureusement, eh bien, le bon sens n'a jamais été le fort des gouvernements de la Ve République, qui ont donc créé les conditions du chaos social et ethnoculturel actuel. Les problèmes posés par l'immigration de masse, ainsi que les ridicules politiques d'intégration, je dis ridicules parce qu'en fait, on peut à peine parler vraiment de politique d'intégration, il n'y en avait pas, il n'y en a jamais eu en réalité, eh bien, ces problèmes causés par nos gouvernements sont apparus assez rapidement, en fait, dès les années 70 et 80. Dès les années 70, on voit déjà des troubles dans les banlieues par rapport à tout ça. Ça continue dans les années 80, etc. Bon. Donc d'un côté, on acte l'immigration de masse comme une espèce de fait politique naturel, notamment du fait de la politique de regroupement familial systématique, et puis en plus de ça, surtout à partir des années 80, on idéologise l'immigration, on en fait une espèce de droit, et d'un autre côté, on déchristianise la société, vraiment, en libéralisant les mœurs, donc finalement, on éradique ce qui reste encore d'à peu près chrétien, au moins moralement, dans la société, et donc, autant dire finalement qu'on part déjà à cette époque avec de très mauvais raisonnements, et malheureusement, il me semble qu'on raisonne encore très mal, justement, pour apporter les réponses nécessaires 60 ans plus tard. Et donc, le triptyque idéologique de la société ouverte, c'est-à-dire libéralisme, laïcité et droits de l'homme, c'est ce qui a rendu possible l'apparition des trois effets les plus dévastateurs de la société multiculturelle, c'est-à-dire le phénomène racaille, le phénomène islamisation de la société, ou en tout cas de certaines parties de la société, et le phénomène communautariste. Tout en sachant qu'aucun aspect de la théologie politique du régime ne permet de contenir ni l'insécurité, ni de gérer une religion comme l'islam, et encore moins de gérer des phénomènes communautaires, puisque malheureusement, la France a rejeté le principe d'unité catholique qui était à la base le ciment de l'identité française, de l'âme française même. Voilà, donc finalement ces trois phénomènes, phénomène racaille, donc insécurité, phénomène d'islamisation et phénomène communautariste, eh bien ces trois phénomènes ils apparaissent vraiment dans les années 80, fin des années 80. Alors, à cette époque, l'immigration est déjà massive, la République finalement permet, même s'acharne finalement à constituer des ghettos ethniques dans les banlieues des grandes villes, dans des environnements en plus assez pas faciles. Et finalement, on assiste à quoi ? On assiste au triomphe des disciples de Marcuse et de Foucault. Tout ceci se traduit justement dans l'esprit des politiques sociétales de cette époque. Et finalement, la diffusion des modèles de la pop culture de l'époque, donc une pop culture nihiliste, dégénérée, finalement, faut bien comprendre que la culture rap, même si aujourd'hui, dans une vision identitaire un peu stupide, on pourrait l'opposer, par exemple, à la culture rock ou je sais pas quoi. Non, la culture rap n'est que l'extension de la contre-culture qui émerge dans les années 50-60. Le beatnik, la culture, tout ce qui se passait à l'époque, la culture yéyé,
Voilà, donc toute cette pop culture nihiliste et en réalité qui était un vecteur de dégénérescence, et bien finalement elle prend de nouvelles formes et elle s'adresse désormais, ou en tout cas elle captive notamment cette jeunesse immigrée, et tout ceci prépare évidemment un cocktail social explosif. Donc selon moi, c'est vraiment à partir du milieu des années 90 que les choses commencent sérieusement à dégénérer. C'est vraiment à cette époque que la culture racaille émerge, puisque finalement c'est bien de ça qu'on parle, avec la crépolisation de la société. Et donc cette culture racaille, elle fascine déjà les milieux culturels de gauche, qui, par exemple, à cette époque, vont commencer à embrosser un portrait romantique, sensationnel, sociologique dans des films tels que La haine ou Ma cité va craquer. Ce qui en tant que tel n'est pas une mauvaise chose, de faire de la sociologie là-dessus, au contraire, c'est très nécessaire, mais on voit déjà à cette époque, notamment dans ces milieux-là, une espèce de fascination pour cette culture gangster, rap, cité, machin, qui émerge à cette époque. Moi, je m'en souviens très bien. Je me souviens notamment, par exemple, je vais vous donner, je vais un peu raconter ma vie, mais quand j'étais enfant, j'ai passé, donc à cette époque-là, 2-3 ans dans un lycée français en Afrique, donc. Et donc, il y avait quasiment que des Français dans ce lycée. Et je me souviens avoir rencontré un mec qui venait de Nantes, enfin de la région nantaise. Et c'était un gars qui venait pas du tout de la cité ou je sais pas quoi. C'était un mec, son père en Côte d'Ivoire, je me rappelle, j'allais chez lui de temps en temps, c'était un bon copain. Il habitait dans le quartier d'affaires du Plateau à Abidjan. Sur le toit de leur immeuble, il y avait une piscine, etc. Bon, voilà, le mec n'est pas du tout dans un milieu défavorisé ou de la cité ou je sais pas quoi, mais il était absolument, complètement fasciné par le rap. À l'époque, il m'a fait découvrir tous les groupes de l'époque, 113, il y avait quoi ? Il y avait Doc Gynéco ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi ça m'avait frappé, et j'en garde un souvenir, c'est qu'il était complètement fasciné par cette culture, alors que finalement il en était totalement éloigné. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en tout cas fin des années 90, on voit émerger en fait une espèce de... un apaisement général, en fait, finalement, qui se cristallise, vous savez, par l'époque Black Blamber, la victoire de l'équipe de France au Mondial de 98. Encore une fois, je me souviens très bien de cette époque-là, et je me souviens que il y avait quand même un impact positif, on va dire, dans cet événement, mais ça a été, évidemment, on s'en est rendu compte plus tard, ça a été quand même énormément exploité par les politiciens de l'époque pour, justement, dissimuler l'ampleur du problème, notamment de ce que Chirac appelait à l'époque, je crois qu'il parlait de fracture sociale. Et donc, finalement, l'élan, en fait, finalement, qu'on aurait pu imaginer à cette époque, il a été brisé, pour moi, une première fois lorsque Jean-Marie Le Pen perd en 2002, lors du deuxième tour de la présidentielle de 2002. Une défaite, je le rappelle, qui a eu quand même une grande incidence, parce que vous imaginez bien qu'une victoire de Jean-Marie Le Pen, en 2002, aurait radicalement changé la destinée française dans les années 2000 et 2010. On serait quand même dans une France très différente. Mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là, la gauche et la droite institutionnelle, donc vraiment le PS, l'UMP, à l'époque c'était encore le RPR, ainsi que tous les autres partis, tous ces gens qui aujourd'hui squattent, enfin il y en a encore quelques-uns qu'on voit sur les plateaux de télévision, et certains même qui sont encore au cœur du pouvoir, mais tous ces gens-là se sont mobilisés de façon fanatique pour empêcher la victoire de Jean-Marie Le Pen. Là encore, je me souviens parfaitement, à cette époque-là, quand j'étais rentré en France, j'avais une tutrice, par exemple, qui nous expliquait, en classe, avec presque des trémolos dans la voix, elle nous expliquait, elle essayait presque de nous faire comprendre qu'on devait convaincre, en fait, nos parents de ne surtout pas voter pour Le Pen. Pour vous rappeler un peu l'ambiance de l'époque. Donc l'apaisement, finalement, s'est encore brisé une seconde fois avec les émeutes de banlieue en 2005, qui ont beaucoup marqué les esprits. Là encore, je m'en souviens assez bien. Je me souviens aussi qu'un an après ces émeutes, il y a eu les manifestations lycéennes de 2006, et moi je me souviens que c'est la première fois où j'ai vu des bolossages, notamment des bolossages de petits blancs de gauche qui étaient dans les manifs, et qui se faisaient frapper, dépouiller à 10 contre 1 par des hordes de racailles. Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué les esprits à l'époque, et je crois que c'est dans ces années-là que émerge justement, je crois, le site F de Souche. En tout cas, moi je me souviens que c'est plus ou moins dans ces années-là, ou peut-être juste un petit peu après, que j'ai vu, j'avais des potes comme ça qui consultaient beaucoup F de Souche. C'est à cette époque-là que moi j'ai découvert justement ce site internet-là. Donc, et je me souviens à l'époque, il y avait aussi déjà il y avait tout un mouvement anti-racaille qui se développait. Et donc, c'est vraiment dans ces années-là, en tout cas de mon expérience, puisque j'ai pas réponse à tout, mais en tout cas dans mon expérience, c'est vraiment à partir de ces années-là qu'on constate vraiment une décomplexion de la racaille multiculturelle. Et paradoxalement, tout ceci a lieu sous les 2 derniers gouvernements de droite, c'est-à-dire sous Chirac et Sarkozy. Et puis, dans les années 2000 et 2010, on voit l'explosion
d'une immigration de masse, qui d'ailleurs est de plus en plus clandestine, et qui a doublé, voire même quadruplé en volume par rapport à la situation qui était celle de la fin des années 90, où on n'était pas du tout à des volumes comparables. Sous Jospin, l'immigration était beaucoup plus contenue par rapport à ce qui s'est passé sous Sarkozy. Donc là encore, c'est assez curieux. Rappelez-vous qu'à l'époque, Sarkozy avait fait toute une campagne en 2007 en se présentant comme, comme le candidat de la droite dure, que finalement il fallait pas voter Jean-Marie Le Pen, il fallait voter Sarkozy, parce que Sarkozy, c'était plus sérieux, et de toute façon, il allait vraiment mettre un grand coup de balai dans les banlieues, le coup de Karcher, blablabla. Voilà, il y a plein de pigeons qui ont cru, et on voit aujourd'hui là où on en est. Et donc au final, pendant ces 2 décennies, on assiste à plusieurs phénomènes. Tout d'abord, on assiste à l'aboutissement de la non-gestion de l'intégration, puisqu'encore une fois, pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de politique sérieuse d'intégration. De toute façon, c'était impossible, on va dire, dès le départ, comme je vous l'ai dit. Donc on assiste à cet aboutissement de cette pseudo-politique d'intégration, et donc on commence à voir vraiment apparaître des degrés de communautarisme assez extrêmes. On voit aussi cette ghettoisation communautariste dans ce qu'on commence à appeler les territoires perdus de la République. Alors, on entend beaucoup parler de ce concept-là à cette époque. Et cette ghettoisation communautariste, elle se produit sous l'influence donc de ce cocktail explosif qui mêle propagande décoloniale et antiraciste de gauche, sentiments anti-français et culture de la violence infusée notamment par le rap hardcore. Je me souviens que, encore une fois, fin des années 90, début des années 2000, il y avait encore, vous savez, ces députés qui attaquaient des rappeurs parce que tel ou tel rappeur avait eu des propos anti-français ou contre la Marseillaise ou contre la police dans les chansons de rap. Mais par la suite, c'est devenu beaucoup plus rare. Aujourd'hui, Alors c'est peut-être un discours qui apparaît moins dans le rap aujourd'hui, peut-être, c'est possible aussi, puisque c'est vrai que les rappeurs se sont beaucoup dépolitisés aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus nihilistes dans le sens où, à l'époque, vous aviez encore un petit peu un mélange entre le rap hardcore, donc qui était déjà un rap de gangster un peu, rap délinquant, mais il y avait encore un petit peu cette espèce de pseudo-conscience politique qui s'exprimait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est plutôt dans du rap qui fait juste, qui glorifie simplement le trafic de drogue, l'argent facile et tout ce genre de choses. Et finalement, c'est presque un rap où, on va le voir plus tard, c'est aussi une extension justement du phénomène racaille, un développement récent du phénomène racaille, c'est-à-dire que notamment dans les années 2010, on voit dans le rap que les racailles en fait ne craignent plus du tout, si vous voulez, les pouvoirs publics, la police ou les politiciens. On se revendique presque de Sarkozy ou de Hollande. On dit des rappeurs des rappeurs finalement font presque l'éloge de Hollande parce que finalement ils sont contents, ils vivent dans une société où la justice est laxiste, la police ne peut pas vraiment faire grand chose, on se fout de la gueule des flics même dans les clips de rap, et finalement c'est une société qui permet de faire tous les trafics possibles, imaginables. Donc finalement on a presque une espèce de patriotisme inversé qui se crée à ce moment-là dans le rap français. Donc quand je parle de ce cocktail explosif, on parle vraiment de ça, de ce mélange de propagande de gauche, décoloniale, sentiments anti-français, culture de la violence dans le rap d'une façon générale, et ça n'a pas changé par contre, il y a toujours cette culture de la violence, de la fraude, du trafic de drogue, etc. Vous avez aussi une islamisation des discours et des attitudes sur le modèle des mouvements fondamentalistes, qui deviennent aussi très à la mode, et là encore avec un mauvais mélange, puisque il y a un mélange qui se fait effectivement de tout ça, c'est-à-dire que c'est un mélange qui semble assez incohérent, mais qui est bien réel, et qui donne, à mon avis, cette espèce de magma effectivement explosif dans ces populations-là. On assiste d'ailleurs aussi, c'est quand même un point important, on assiste dans les années 2000-2010 à une professionnalisation de la criminalité organisée en banlieue, notamment autour du trafic de drogue. Et ça, c'est quand même très important à souligner, parce que cette criminalité spécifique, qui est encore très artisanale et minoritaire, en fait, dans les années 90, aujourd'hui, elle constitue un ensemble de gangs et même de cartels, quasiment, qui ont des ramifications à l'international. Et ça, ce phénomène-là, c'est aussi un fruit de cette société ouverte, c'est un fruit de cette société multiculturelle, et c'est finalement aussi un phénomène qui contribue à l'extension justement de tous ces problèmes communautaires ou des problèmes de banlieue, puisque ça amène, si vous voulez, ça a permis en fait une automisation
de tous ces milieux-là vis-à-vis de l'État. Je veux dire, ce sont des milieux qui se financent très bien par eux-mêmes, en partie grâce à tous ces trafics. Et puis enfin, toujours dans les années 2000, on assiste plus généralement à une infestation terminale de la société française par le libéralisme libertaire qui atomise les consciences, qui neutralise en fait les communautés naturelles, qui neutralise en réalité l'anthropologie naturelle. Et donc, tandis que la société française devient de plus en plus Charlie, de plus en plus love story, de plus en plus gay-friendly, de plus en plus faible en fait. C'est-à-dire que tandis que l'électorat loyaliste croit encore aux promesses de la société ouverte et à la bonne nouvelle de l'Union européenne, eh bien, l'immigration sauvage accélère, elle s'amplifie, et les violences postmodernes, qui ne sont pas que physiques, mais qui le sont aussi en ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, ces violences-là, elles augmentent en intensité, mais aussi en visibilité, notamment grâce à la démocratisation d'Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Et là, il est aussi important de faire un rappel, c'est-à-dire que le modèle de société ouverte, il faut bien comprendre que ce modèle-là augmente logiquement le taux de crime dans une nation, et on le constate d'ailleurs en observant la courbe de criminalité en France. On observe d'ailleurs réellement, c'est assez impressionnant quand vous regardez ce graphique-là, vous avez vraiment une explosion soudaine à partir de 1945. Je vous rappelle que La Société ouverte et ses ennemis, donc le fameux livre de Karl Popper, il est publié, je crois, en 48-49, donc vraiment, ou même avant, excusez-moi, je crois qu'il a été publié en 44-45. Et ce livre-là, c'est vraiment en quelque sorte, c'est le fondement, ou en tout cas, c'est un livre qui est entré dans le grand catéchisme politique de nos régimes, de nos démocraties libérales. Et donc la société ouverte, voilà, elle commence en 1945, grosso modo. Or, depuis, sans surprise, on voit vraiment une explosion de la criminalité dans un pays comme la France, qui est vraiment emblématique de ce nouveau modèle civilisationnel. Et depuis lors, en fait, cette courbe de la criminalité, elle n'a jamais cessé d'augmenter. Elle n'est jamais redescendue un seul instant. Tandis que, si vous voulez, cette courbe, elle s'est aussi décorrélée par rapport à la progression de la démographie. Donc en fait, il y a vraiment une accélération disproportionnée de la criminalité, ne serait-ce que par rapport à l'augmentation de la démographie. Rien qu'entre 1996 et 2022, le nombre de coups et blessures volontaires en France a augmenté de 350%. Parce que finalement, en termes de données, de statistiques, c'est quoi finalement le phénomène racaille, le phénomène d'insécurité? Ce sont des viols, des agressions brutales, des cambriolages, des choses comme ça, vol avec violence, etc. Donc c'est tout ça, ça rentre en compte dans tout ça, et donc la proportion là aussi a sans doute augmenté, peut-être pas autant, mais elle a certainement augmenté. Or justement, plus l'insécurité augmente, plus le crime augmente, et bien tout ceci permet au gouvernement d'imposer justement la société de surveillance, et notamment d'imposer des moyens technologiques nouveaux pour justement donc mettre en place cette société de surveillance. Et ça justifiait d'abord les caméras de surveillance dans tous les sens. Aujourd'hui, on a des caméras de surveillance avec reconnaissance faciale qui sont installées dans toutes les rues, dans les rues de pas mal de grandes villes en France. Ça passe par tout ce qu'on a vu aussi pendant le Covid, etc. Et ça passe aussi par beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, les portefeuilles numériques, les cartes d'identité numériques, etc., etc. Tout ceci est justifié justement par un des fruits de la société ouverte, qui est notamment l'augmentation de l'insécurité. Le problème, bien sûr, dans tout ça, c'est que ce sont les citoyens ordinaires, les citoyens obéissants, en tout cas les citoyens honnêtes, qui ne sont pas dans le crime, qui ne sont pas dans la délinquance. Ce sont eux qu'on va fliquer. On le sait très bien, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont eux qu'on va fliquer en priorité, parce que c'est facile de le faire. Ce sont des gens qui ne se révoltent pas, ou en tout cas pas beaucoup, qui n'ont pas les moyens d'ailleurs de se révolter, ni le temps, parce qu'ils travaillent. Tandis que bien sûr, les racailles, tous les oisifs, tous les parasites, tous les influenceurs aussi, faut pas les oublier, ceux-là qui exaltent l'argent facile, qui exaltent la vie d'Aloca sur les réseaux sociaux, et qui sont d'ailleurs un très mauvais modèle moral pour la jeunesse. Je vous rappelle que dans un pays soi-disant communiste comme la Chine, l'État officiellement mène une guerre contre ce genre d'influenceurs, parce qu'il a très bien compris que ça pourrit l'esprit des jeunes, et que ça, en réalité, que ça ne conduit qu'à l'immoralisme et au nihilisme, finalement. Eh bien voilà, tous ces gens-là, tous ces parasites-là, que ce soit des racailles ou influenceurs ou autres, eh bien tous ces gens-là continuent de prospérer dans un sentiment d'impunité totale, et ils sont bien aidés en cela par une classe politique dont tout le monde se moque, puisque je l'ai dit tout à l'heure par rapport justement à ces rappeurs qui
qui faisait l'éloge de François Hollande, hein, c'est-à-dire que voilà, on sait très bien que François Hollande et son gouvernement, ce sont des nuls, donc finalement, on n'a pas peur de se moquer ouvertement d'eux dans des chansons de rap, tandis que voilà, on montre tout l'argent de la drogue dans ces mêmes chansons. Donc voilà, finalement, tous ces parasites sont aidés par cette classe politique, et ils sont aussi aidés finalement par un système judiciaire totalement vérolé par des magistrats, par des juges, qui malheureusement trop souvent se rendent complices du crime. Voilà, tout simplement, en mettant des peines ridicules à des pédophiles, à des violeurs, à des assassins, ils font aussi partie du problème. Au début des années 2010, alors la situation à l'époque ne me semble, en tout cas dans mon esprit, pas aussi grave qu'aujourd'hui, et on voit déjà à quel point la situation a évolué négativement en très peu de temps. Et en fait, on voit même, encore une fois, si vous voulez, malgré tout, on voit beaucoup de signes d'espoir, puisque finalement, c'est au début des années 2010 qu'on voit une espèce de réveil nationaliste qui va rassembler beaucoup de jeunes Français de souche, mais aussi une espèce de petite élite de jeunes citoyens descendants justement des premières générations immigrées. Et toute cette jeunesse-là prend conscience finalement des véritables responsables. On arrive à remonter finalement aux causes du problème. On n'est plus simplement dans la réaction un petit peu épidermique. On est finalement dans l'exercice de l'esprit, de la rationalité. On est dans l'esprit de suite. On prend conscience des responsabilités de la classe dirigeante, en particulier de la droite giscardienne et de la gauche mitterrandienne. Mais dans le même temps, c'est aussi une époque où moi, personnellement, je me souviens que j'ai eu beaucoup d'accrochages avec la racaille. Alors évidemment, dans les années lycée, fac, c'est vraiment là où généralement, en tout cas pour beaucoup de gens de ma génération, je pense que c'est là où on a eu beaucoup d'interactions, pas forcément très agréables avec justement ce type de population. Et moi, en tout cas, c'est vraiment à partir des années 2012-2013 que j'ai commencé vraiment à constater l'apparition d'une véritable ultra-violence assumée à l'encontre justement de simples citoyens. Voilà. Je me souviens par exemple, alors je vais vous donner une petite anecdote. Je me souviens par exemple d'un gars chez qui que je connaissais, on va dire, alors c'était pas un ami proche, mais c'est quelqu'un que je connaissais bien, avec qui voilà, on allait souvent en soirée, enfin qui nous invitait souvent chez lui en soirée. C'était un mec de Nancy qui était installé à Strasbourg et qui avait d'ailleurs qui vivait dans un grand appartement en plein centre-ville, sans doute payé par ses parents. Je lui ai jamais demandé, mais bon, voilà, c'était quelqu'un qui avait quand même plus de 25 ans, il travaillait pas beaucoup, donc j'imagine que quelqu'un devait bien payer tout ça. C'était un type ultra gentil, vraiment une crème, quelqu'un de très gentil. Alors plutôt un mec un peu avec des idées gauchistes, mais vraiment du genre naïf, c'est-à-dire c'était pas du tout un gars politisé, mais voilà, il tendait plutôt quand même il tendait quand même plutôt vers ce genre d'idées, mais de façon un peu naïve, pour lui, voilà. C'était un peu le monde des bisounours, tout le monde est gentil, tout va bien, etc. Et en fait, un jour, lors d'une soirée chez lui, je me souviens, c'était en 2013, je crois. J'étais à une soirée chez lui, et en fait, il s'est aperçu, durant cette soirée, avec stupeur, que j'avais des sympathies nationalistes, et en fait, il a été encore plus stupéfait quand d'autres gars qui étaient avec moi, justement, dans notre groupe, eux aussi se sont dit à dire, oui, mais en fait, c'est vrai, nous aussi, on vote Front National, etc., etc. Et je me souviens très bien que ce jour-là, il s'est moqué de nous, voilà, en nous disant, alors, comme dit, il était assez détaché de tout ça, mais il s'est moqué de nous, et voilà, pour lui, voilà, le FN, tout ça, le nationalisme, c'était vraiment quelque chose de dégoûtant, de raciste, etc. Il n'arrivait pas à comprendre, en fait, pourquoi est-ce que on avait, si vous voulez, ce sentiment en nous, quoi. Il n'arrivait pas du tout à comprendre la chose. Or, figurez-vous que, à peine quelques mois plus tard, eh bien, un ami en commun m'apprenait effectivement que ce type dont je vous parle s'était retrouvé à l'hôpital. Et pas qu'un peu, puisqu'il était carrément plongé dans le coma. Et je crois même qu'il va y rester plusieurs mois. Il était plongé dans un profond coma et il avait la moitié du crâne littéralement arraché. Je plaisante pas, il a eu la moitié du crâne arraché. C'est presque un miracle en fait qu'il ait survécu. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est qu'il était dans une soirée normale, dans un bar du centre-ville à Strasbourg, comme on allait souvent à l'époque, et en fait, il s'est retrouvé à discuter avec deux racailles, deux maghrébins, et on avait plein d'amis en commun, qui étaient là à cette soirée, qui m'ont rapporté ensuite, parce que je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a dit, mais en fait, il était avec ces gars-là, il discutait avec eux, genre normal, et je vous dis que ce gars-là que je connaissais, c'était vraiment une crème, ce mec de Nancy, c'était vraiment un mec, un des types les plus innocents et les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Et en fait, sans qu'on sache pourquoi, ces deux gars-là, ces deux racailles maghrébines, l'ont littéralement massacré. Ils l'ont sorti dehors, derrière le bar ou à côté du bar, et ils l'ont massacré. Quand je vous dis massacré, c'est-à-dire ils l'ont enchaîné à deux,
Ils lui ont même, en fait, c'est pour ça qu'il a eu un traumatisme crânien, même pire que ça, puisqu'en fait, ils lui ont sauté sur la tête à pieds joints. Voilà, vous voyez un peu le genre de truc. Il n'y avait aucun motif dans cette attaque. Aucun motif. Et de toute façon, même s'il y en avait eu un, je veux dire, on ne peut pas justifier des choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, je connaissais la victime, c'était une véritable crème. Il aurait été littéralement incapable de faire du mal à une mouche. Donc je sais, alors depuis lors, on s'est revu quelques fois, mais j'ai jamais eu trop envie de lui en parler, parce que voilà, forcément, j'imagine que ça a quand même dû être un traumatisme. Et je sais pas du tout à quoi ont été condamnés ces agresseurs, mais moi je suis quasiment certain, parce que ça fait quand même presque 10 ans, je suis quasiment certain qu'à l'heure où je vous parle, ces gars-là, ils sont déjà dehors. J'en suis absolument certain. Et ce genre d'histoire d'agression ultra-violente commise par des racailles ou par des délinquants immigrés, spécifiquement à l'encontre de jeunes Français ordinaires, ça c'est quand même un point important, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, et c'est ce que j'ai vu moi, en tout cas dans ma jeunesse. Ben, malheureusement, ce genre d'histoire d'agression ultra-violente, il en existe des centaines. Il y a un compte sur Twitter qui s'appelle French Lives Matter, et qui compile justement beaucoup de ces agressions-là, beaucoup de ces crimes, qui souvent sont terminés en meurtre. Je dirais même ces dernières années, il y en a eu quand même un paquet, des choses assez sauvages. Donc bon, il y a bien sûr eu l'affaire Lola, ça on s'en souvient tous. Souvent quand ça concerne des enfants, on s'en souvient mieux. Il y a aussi eu l'affaire Shaina. Il y a aussi eu l'affaire de la jeune Estelle. Donc, je crois que cette fille là qui avait été traînée de façon incroyable par une bande de racailles aussi, pareil, traînée sur des centaines de mètres par une voiture. Il y a encore eu une autre affaire, là, c'était à Cherbourg, là, il y a encore pas si longtemps. Enfin bref, il y a quand même eu de très 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 nombreuses affaires, toujours avec le même schéma. Parce qu'en fait, ce qui frappe dans ces affaires, c'est que il ne s'agit presque jamais, et en fait, quasiment jamais, il ne s'agit jamais de règlement de compte. C'est pas du genre, ah ouais, il me devait de l'argent, ou je sais pas quoi, il m'a insulté ou truc. Non, généralement, ce sont des agressions, alors soit parfois avec des motifs crapuleux, mais le plus souvent, en fait, ce sont des agressions totalement gratuites. Et qui se manifestent parfois, et on l'a vu avec l'affaire de Crépol, avec une espèce de racisme anti-blanc assumé. On est là pour... voilà, finalement, on agresse parce que c'est un blanc. Et on se dit, voilà, c'est un blanc, donc il va rien faire, c'est un faible, ou c'est... Voilà, il est gentil, il est bien élevé, voilà, lui on peut le frapper, on peut l'agresser, on peut le harceler, etc. etc. C'est comme ça que ça se passait à cette époque-là, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que la racaille s'en prend uniquement aux Blancs, aux Français de souche, etc. Puisque on sait très bien, et là aussi je parle d'expérience, les racailles s'en prennent aussi très souvent à d'honnêtes citoyens issus de l'immigration, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, parce que finalement ils s'en prennent d'autant plus d'ailleurs, lorsqu'ils voient que ce sont des gens honnêtes, ou des gens en tout cas qui n'ont pas de moyens de défense. Ça, j'ai vu quand même plein de cas comme ça. Si vous voulez, je connaissais par exemple une famille d'origine maghrébine dans la banlieue nord de Strasbourg, une famille d'ailleurs dont tous les enfants ont fait de très bonnes carrières, des gens extrêmement sympathiques, et qui pour le coup justement se sont énormément fondus, si vous voulez, dans le creuset français justement. Eh bien, ces gens-là, je me souviens qu'ils avaient très souvent des problèmes justement avec des racailles qui vivaient à proximité de leur quartier. Ils ont eu énormément de problèmes. Et là, il n'y avait pas de différence qui était faite finalement. Donc voilà, je ne dis pas que la racaille ne s'en prend que aux Blancs ou aux Français de souche, etc. Je ne dis pas que voilà, c'est pas aussi binaire que ça, mais quand même, tout de même, ce que je dis en fait, c'est que la crépolisation de la France, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'aboutissement justement de ce long processus de pourrissement sociétal, politique et finalement ethnoculturel. Et donc malheureusement, eh bien, tout laisse à penser qu'on se dirige de plus en plus vers une racialisation croissante des conflits sociétaux et même des conflits politiques. Et tout ceci, ce sera la conséquence de quoi ? Ce sera la conséquence de 50 ans de politique criminelle de la part de la classe dirigeante. Et d'ailleurs, pour moi, c'est assez clair, c'est-à-dire que les racailles criminelles de Crépol, c'est quoi ? C'est le produit de 50 ans, justement, de pseudo-politique d'immigration ou de promesses utopiques d'intégration par notre élite politique. Il faut dire aux Français qu'ils ne pourront pas percer à jour la source du problème s'ils ne se contentent d'explications un peu faciles, qui seraient par exemple purement racialistes ou purement sécularistes. Parce qu'en réalité, on sait tous que l'idéologie du vivre ensemble, l'idéologie de la société ouverte, du multiculturalisme, on sait très bien que c'est une illusion qui conduit à des catastrophes. La question qu'on doit se poser, c'est, tout d'abord, pourquoi est-ce que notre classe politique, pourquoi est-ce que notre classe dirigeante croit aujourd'hui encore en cette idéologie ?
Et une fois qu'on se pose la question, on comprend qu'il croit à cette idéologie, parce que cette idéologie-là est au cœur, justement, du modèle de civilisation dans lequel on se trouve. Et donc, vous comprenez bien que nous devons rejeter ce modèle de civilisation. Et non pas le défendre, comme essaye de le faire, de façon assez improductive, à mon avis, et maladroite, un certain nombre de personnes, notamment à droite ou dans la gauche post-républicaine. Puisqu'en fait, il est évident que tant que cette classe politique sera au pouvoir, eh bien, en fait, la situation ne fera que s'aggraver, dans un sens ou dans un autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que on le voit par rapport aux espèces de réactions qu'essaye d'avoir notamment le ministre de l'Intérieur par rapport à tout ça, Monsieur Gérald Darmanin. On voit en fait que ça ne fait que aggraver le problème, parce que ces gens, évidemment, ne veulent pas traiter le problème à la source. Donc ils appliquent effectivement des sparadraps par-ci par-là, et souvent ils le font de façon très maladroite, et ça cause encore plus de problèmes. On peut prendre par exemple l'exemple de la gestion de l'islam, et de la gestion plus générale justement des phénomènes de communautarisme, etc., etc. Il faut savoir que la République, à l'époque, enfin la Troisième République, donc à l'époque de l'Algérie française, eh bien bizarrement là, il n'y avait aucun scrupule à utiliser l'islam comme un instrument de maintien de l'ordre. C'était vraiment la politique officielle, notamment pendant une bonne partie de la Troisième République. Et ça s'est fait notamment au détriment du catholicisme, puisque pendant ce temps-là, la Troisième République interdisait au clergé catholique d'évangéliser les musulmans. Or, plusieurs grands catholiques de l'époque avaient prophétisé, ils avaient dit à leurs contemporains, ils avaient dit « mais si vous nous empêchez d'évangéliser l'Algérie ne sera jamais française ». Et votre utopie d'empire colonial sur la base justement de ces idées laïcistes, de ces idées, en fait, cette idéologie des Lumières, ça ne se matérialisera jamais, ça va terminer dans la catastrophe. Bref, on les avait prévenus. Donc à l'époque, en tout cas, la Troisième République se servait de l'islam comme instrument de maintien de l'ordre. Et finalement, d'un point de vue temporel, on va dire stratégique, c'était pas forcément une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, la République, enfin la Cinquième République, fait bien pire, parce qu'en fait, elle cherche à imposer les valeurs détestable du laïcisme dans les banlieues multiculturelles. Le problème, c'est que le laïcisme conduit à quoi, finalement ? Le laïcisme conduit au nihilisme moral. Et donc, face à des phénomènes notamment de gestion religieuse, le laïcisme n'est jamais la solution. Jamais. Au contraire, en fait, on voit que ça ne provoque que des moqueries, que du mépris, et voire même parfois des réactions violentes, jusque dans les salles de classe des banlieues. On l'a vu récemment avec le meurtre de ce pauvre professeur là, qui a été assassiné donc, par un excité djihadiste tchétchène, monsieur Dominique Bernard, qui a perdu la vie, et malheureusement, il n'y a pas si longtemps, on a l'impression que les gens l'ont oublié, mais c'était quand même un événement assez grave. Eh bien, on a vu effectivement que pas mal d'élèves ont été expulsés justement lors du lycée en question. Je crois qu'à peu près quasiment une centaine d'élèves ont été expulsés, d'après ce que j'ai vu dans la presse, parce que justement ils s'étaient moqués d'une façon ou d'une autre des hommages qui avaient été rendus à ce professeur assassiné. C'est pour vous dire un peu l'efficacité, si vous voulez, de cette idéologie laïcarde. Après, vous me direz, il y a peut-être d'autres problèmes, justement, de discipline. Et justement, là, récemment, c'était un peu la ligne qu'essaye d'emprunter Gabriel Attal, et puis Gérald Darmanin aussi. Eux, alors, ils cherchent maintenant à faire dans la fermeté, ils veulent absolument faire dans la fermeté, montrer que, on va faire respecter les valeurs de la République. Et bien là, pour le coup, ils commettent des erreurs grossières. Par exemple, là récemment, ils se sont lancés dans toute une espèce de politique en fait de harcèlement du lycée musulman Averroès, en lui coupant les subventions, en lançant des enquêtes sur leur compte bancaire, etc. Alors que le lycée Averroès est l'un des meilleurs de France. Et ça, là où je trouve que cette politique est complètement délirante, c'est que dans le même temps, le gouvernement ou les collectivités territoriales vont arroser de subventions les associations de quartier ou les associations de gestion du chaos multiculturel qui proposent quoi finalement ? Qui proposent des ateliers rap dans les banlieues à une jeunesse d'ailleurs qui est déjà en fait beaucoup trop ravagée justement par la culture du rap délinquant, etc., etc. Donc en fait on marche sur la tête, c'est-à-dire que si on était logique on se dirait mais en fait déjà le problème c'est qu'il y a trop d'immigration, on est d'accord, ça il faut régler ce souci-là par des politiques effectivement assez volontaristes, on va pas se le cacher, mais même à la base si vous voulez, un régime catholique aurait réfléchi de façon tout à fait différente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des communautés religieuses présentes sur votre sol, vous devez absolument les contrôler. C'est-à-dire que vous dites, ok, on applique une forme de tolérance, d'accord, on ne va pas commencer à vous
Voilà, en tout cas pour nous, catholiques, j'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos sur la question de l'islamisation de la société. Une vraie politique réaliste et catholique aujourd'hui, ça consisterait à dire, ok, il n'y a pas de souci, vous êtes musulman, ok, très bien, enfin il y a un souci quand même spirituel, mais bon, temporellement, il n'y a pas de souci, à condition que, voilà, on ne veut pas voir de prosélytisme de votre part, jamais, en public, on ne veut jamais voir ça. Ça ne nous dérange pas, voilà, vos femmes portent le voile, ok, on n'en a rien à faire, c'est même pas mauvais en soi. Mais par contre, voilà, pas de prosélytisme, pas de relations avec des entités, en tout cas pas de relations suspectes avec des entités étrangères, qu'il s'agisse d'États ou qu'il s'agisse de confréries suspectes d'appartenir à des réseaux terroristes, etc. Ça, on ne veut pas voir non plus. Et vous vous soumettez finalement à une sorte de pacte qu'on fait, ou en tout cas d'organisation, de contrat finalement qu'on signe entre l'État, ou de concordat, on pourrait appeler ça comme ça, où voilà, on va finalement contrôler si vous voulez, on va contrôler finalement l'islam par justement une entité centralisée. On va dire, ok, on vous permet de créer une entité qui va vraiment superviser une ou deux, selon peut-être les écoles, mais en tout cas, on va centraliser quelque part la gestion de l'islam. Et finalement, cette politique-là aurait permis, à mon avis, de plutôt réguler justement, de permettre de faire justement de ces autorités-là, musulmanes, que nous aurions sous notre contrôle, de les utiliser justement comme instrument de gestion d'éventuels troubles, de phénomènes de délinquance, de criminalité, alors dans les banlieues, etc., etc. Mais en fait, là encore, c'est presque de la politique fiction, parce qu'on évoque ici des solutions qui auraient dû être appliquées dès le départ, et qui bien sûr n'ont jamais pu être appliquées, parce que dès le départ, nous n'étions pas au pouvoir, et à la place de ça, nous avons eu des régimes laxistes, sécularistes, qui évidemment ont fait tout le contraire, qui ont mené une politique d'immigration massive et incontrôlée, tout en conservant ce logiciel laïcard, et en plus de ça, même dans une version encore plus accélérée, encore plus poussée, avec justement toute cette idéologie libérale-libertaire. Donc on a fait exactement tout le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Donc voilà, maintenant la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on réagit à tout ça ? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette situation, par rapport à la crépolisation de la société ? Alors pour ma part, moi je pense que de toute façon, le vrai combat, il se trouve et il se trouvera toujours de toute façon dans l'affrontement qui doit rassembler tous les partisans de l'ordre et de la justice contre les forces du chaos et de l'atomisation, quelle qu'elle soit. Ça, ce sera toujours la véritable nature du combat civilisationnel. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que quand on parle de justice sociale en tant que catholique, vous devez bien comprendre qu'on ne parle pas seulement de questions socio-économiques ou bioéthiques, comme le font par exemple les gauchistes ou les progressistes, etc., qui eux ne se focalisent que sur ces questions-là. Nous, quand on parle de justice sociale, en tant que catholique, on exprime en fait une pensée totale, intégrale, d'où notre appellation d'intégraliste. Et justement, ce qui manque cruellement à ce peuple de France, c'est de la foi et c'est de la justice. Justice contre quoi ? Pourquoi ? Bien, justice, justement, contre tous ces criminels, contre les assassins, les racailles, les terroristes, les pédophiles, les affameurs, les usuriers, les vendeurs de morts, les trafiquants de drogue, donc les avorteurs aussi, tous ceux qui veulent démolir les frontières, les politiciens corrompus, les traîtres à la nation, les ennemis généralement de l'ordre et de la paix civile. Voilà, c'est ça qu'il nous faut en fait. C'est ça qu'il faut au peuple français. C'est une justice historique contre un régime politique qui devrait et qui doit être jugé au plus vite et condamné à mort. Je ne parle pas de mort de personne, je parle de mort du régime. Voilà. Il faut de la justice et de la miséricorde aussi pour ce peuple qui subit sa lente destruction. Et donc le problème, c'est que malheureusement, il n'y aura pas de justice pour Thomas, il n'y aura pas de justice pour toutes les autres victimes de la racaille, toutes les victimes de la haine et du vice, tant que nous n'aurons pas justement totalement éliminé ce régime qui rend possible toutes ces injustices qui sont faites à la France et aux Français. Et donc sur le plan strictement politique, ce qui manque aujourd'hui à notre pays, notamment dans ses composantes les plus saines, c'est d'organisation, de coordination, de cohérence, et on a besoin aussi de représentation politique. On voit d'ailleurs que, notamment ces derniers jours, ça aussi pour moi c'est un élément c'est un développement toujours plus important de ces dernières années, et on l'a vu vraiment avec ce qui s'est passé à Crépol, et on l'a vu là dans ces 2 dernières soirées, on voit s'organiser des choses, on voit en fait que de plus en plus de monde cherche à s'organiser.
tout le monde s'impatiente. Mais dans tous les cas, les gens ont ce sentiment d'être abandonnés finalement par les pouvoirs publics, d'être même persécutés par ce pouvoir-là. Et on ne peut pas leur donner tort, hein, c'est ce qui se passe en réalité. Et donc tout le monde s'impatiente. On voit que les gens veulent s'organiser, et donc on revient finalement, on nous pousse finalement à revenir à des formes de communautarisme. Ça, c'est des choses que je disais déjà il y a plusieurs années, et j'étais loin d'être le seul, mais c'est à ça que nous pousse finalement la société ouverte. Donc malheureusement, on va certainement voir encore de nouveaux drames similaires. On verra encore une fois une médiatisation qui ne passera pas forcément par les grands médias, puisque finalement ça c'est plus important. Aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux sont absolument instrumentaux justement dans le développement de ce réveil des consciences. On le voit d'ailleurs dans toutes les parties de la population. Chez les Français de souche, on le voit aussi chez les Français de branche, mais qui sont justement, qui eux veulent faire partie de la France, si vous voulez, qui ne veulent pas faire partie justement de cette force de l'anti-France du bas. On le voit aussi bien chez des anciens, entre guillemets, alors pas des anciens, mais des gens, on va dire, des pères de famille, des gens qui sont âgés, par exemple, de 50 ans, 60 ans, et qui craignent justement pour leurs enfants, notamment pour leurs enfants quand ils sont adolescents, voilà. On le voit aussi chez les adolescents eux-mêmes, on voit de plus en plus, en tout cas c'est une tendance qui me semble assez véridique, on voit de plus en plus de jeunes issus de la génération Zoomer, donc nés après 98-2000, qui effectivement ne sont plus dans les mêmes sentiments qu'on voyait beaucoup à mon époque, hein, donc dans la génération de millennials, où on voyait beaucoup de sentiments, on va dire, de sentiments anti-français, c'est-à-dire de haine de soi-même, ou en tout cas il y avait une grande popularité justement du gauchisme à l'époque, on va dire. Je ne dis pas qu'il n'est pas toujours présent, au contraire, malheureusement, il pourrit quand même la vie encore d'une bonne partie de la jeunesse, mais j'ai l'impression que on voit aujourd'hui émerger une jeunesse qui comprend et qui est presque rassurée justement par les exemples, par la présence aussi des générations précédentes, et qui sont décomplexées, si vous voulez, lorsqu'elles affichent leur patriotisme, etc. etc. Donc à mon avis, voilà, on verra une mobilisation de plus en plus importante de la part des Français. Maintenant, il reste à savoir si, en 2027, il y aura une proposition politique qui soit à la hauteur de l'enjeu. Il faut bien comprendre, et ça je vais en finir là-dessus, il faut bien comprendre que pour en finir avec justement cette crépolisation de la société, ça ne suffira pas en fait de remigrer quelques clandestins ou de mettre en prison les racailles et les terroristes. Il faudra quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus puissant. Et il faudra avant tout purger nos institutions de tous les éléments de corruption et de subversion qui ont rendu possible la situation actuelle. Vous savez, quand je parle de réalisme politique, quand je parle de justice sociale, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut en quelque sorte faire œuvre de justice historique, réparer les torts qui ont été faits à la France par justement toutes ces crapules, toutes ces canailles, et ça va passer obligatoirement, hein, il n'y aura pas le choix au bout d'un moment, ça passera justement par des solutions quand même volontaristes et assez radicales, qui doivent rester dans la justice et évidemment dans la modération morale, j'ai envie de dire, mais qui doivent néanmoins être implacables, parce qu'il faudra régler le problème, et encore une fois, il faut le rappeler, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue, il ne se trouve pas dans les banlieues, il ne se trouve pas dans les communautés. Voilà. Le pouvoir aujourd'hui, c'est pas les islamo-gauchistes, hein, comme certains essaient de le faire croire, notamment tous les trolls sionistes là, qui essayent de profiter de l'affaire pour nous dire « Ah, vous voyez, ces racailles de Crépol, en fait, ce sont comme des terroristes du Hamas. » Donc bon. Donc non, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue, il ne se trouve pas dans les banlieues, il ne se trouve pas dans les associations islamiques. Le pouvoir se trouve tout simplement dans les institutions politiques françaises, et donc c'est la tête qu'il faut viser si on souhaite effectivement, sérieusement, changer la situation, la changer effectivement pour le mieux. Ça passera nécessairement par une purge des institutions et par finalement, en quelque sorte, un changement de régime. Encore une fois, l'idéologie qui est actuellement celle du régime, et je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre aussi la chose, c'est cette idéologie-là, finalement, qui est à la base de la plupart des problèmes rencontrés par la France. Donc là encore, il va falloir que les Français comprennent que cette idéologie les conduit à leur perte, tandis que les éléments constitutifs de la nation française, à savoir la foi chrétienne, et justement le code spirituel et moral qui pourra les faire sortir de cette situation de désastre, de déclin et de faiblesse. Et pour cela, bien sûr, nous avons, nous aussi, notre proposition politique, et pour aider justement à la faire connaître, à ce que nous aussi nous puissions l'imposer, pour proposer justement nos solutions au plus grand nombre, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Vous savez par quoi nous devons passer, nous devons encore nous préparer et notre jour viendra. Ce sera tout pour aujourd'hui, que Dieu vous garde et à très bientôt pour une prochaine vidéo.